Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors je suis ravie de démarrer aujourd'hui ce webinaire, avec vous pour, entamer la rentrée, de cette année, qui, va s'attacher à discuter d'un sujet, assez important et qu'on minore souvent dans pas mal de nos analyses sur, les agents IA. Je fais une toute petite incise. Si au cours de cette présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil du webinar, et j'aurai, 10-15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Donc oui, l'enjeu aujourd'hui, c'est de se poser la question que, tous mes clients me posent quand on démarre un projet: quel est le LLM qu'on utilise? Je fais une toute petite incise pour ceux qui débarquent un peu sur les sujets. Les LLM, ce sont les modèles de langage, ce sont donc, les outils qui vont permettre de comprendre le langage naturel et de répondre en langage naturel avec plus ou moins d'intelligence. Je ne vais pas rentrer dans le débat de ce que c'est que l'intelligence d'un LLM. L'un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est d'une part, qu'est-ce que je choisis comme LLM? Et puis surtout, quand on exploite des projets d'agents, comment est-ce que je sécurise ma dépendance aux choix que j'ai faits? Je me présente très rapidement, je suis Marine Soroko, je suis présidente d'Adimeo et chez Adimeo, on est, ce qu'on appelle traditionnellement, une agence digitale, même si ce terme est un peu galvaudé. Et puis ces dernières années, bien évidemment, l'IA est arrivée comme un vent, une bourrasque, le terme est insuffisant, on oriente notre métier effectivement dans une logique où, on transforme la manière dont on accompagne nos clients, puisque toutes nos expertises historiques de conseil, de strat, de design, d'usage, de production technique, de marketing digital. Toutes nos expertises aujourd'hui sont enrichies par des sujets d'IA, notamment en termes d'accompagnement au projet IA, en termes de design enrichi par IA et évidemment en termes de production technique, à la fois de produire avec IA, mais de produire des solutions d'IA. Donc voilà un peu le sujet de pourquoi aujourd'hui Adimeo intervient. Et pourquoi ce webinaire aujourd'hui? C'est tout simplement pour essayer de vous éclairer un peu sur les choix que vous faites en démarrage de projet et tout au long de la vie du projet, dans le choix du meilleur modèle de langage. Les principaux apprentissages avec lesquels vous repartirez d'ici 45 minutes, 1 heure, ils sont au titre de 5. Le premier sujet, c'est 1, les LLM se commoditisent. Un peu par analogie avec l'équivalent du kilowattheure ou de l'électricité. Pourquoi? Parce que les performances des LLM convergent, tendent à converger. Le prix de l'intelligence en tant que tel s'effondre, notamment par la concurrence des modèles open source, et l'offre explose, avec une vraie standardisation d'accès. Mais on verra aussi que c'est pas tout à fait aussi simple. Le deuxième sujet que vous allez apprendre, c'est que vous n'allez pas utiliser un seul modèle, mais plusieurs. Et pourquoi et comment? Le troisième point que vous allez apprendre aujourd'hui aussi, c'est que le benchmark à partir de vos données, et pas les grands benchmarks que sortent tous les éditeurs, c'est la clé de la réussite de votre projet. Alors oui, vous pouvez aussi héberger vous-même vos LLM, mais dans certains cas seulement. Et au final, l'enseignement principal que vous devrez retenir, c'est que votre indépendance et votre performance vient de vos choix d'architecture, pas du choix du modèle. Quand je démarre des projets agentiques, c'est effectivement ce que je vous disais en introduction, la question de départ, c'est quel LLM on va choisir? Et là, on est un peu face à une caverne d'Ali Baba, si on considère que l'intelligence fournie par les LLM est une richesse en tant que soi, parce que tous les jours, des nouveaux modèles sortent, à une vitesse inconcevable. Et c'est évidemment extrêmement complexe de faire ce choix quand on ne connaît pas le marché. Il y a un fournisseur d'accès au LLM, par exemple, qui s'appelle OpenRouter, qu'on utilise beaucoup et qui est très performant. Il vient d'être d'ailleurs racheté cet été, c'était une des nouvelles de l'été par Stripe. Racheté pour 7 milliards de dollars, alors qu'il était valorisé 3 mois plus tôt à 1 milliard. Bon, je ferme la parenthèse, mais on est quand même sur des sommes et des montants qui sont absolument hallucinants. Donc, l'outil OpenRouter, qui est justement un agrégateur d'accès au LLM, recense aujourd'hui plus de 400 modèles avec près de 70 fournisseurs, éditeurs de modèles. Les éditeurs, c'est Anthropic, Gemini, mais aussi les éditeurs Alibaba, chinois, etc. Donc, face à ça, votre enjeu, c'est évidemment de choisir
les bons modèles dans un contexte d'accélération sans précédent. Si on regarde un peu ce que nous disent les grands acteurs du marché, Menlo Venture par exemple, qui est un venture capital important aux US, c'est qui nous dit qu'on constate depuis 2022 effectivement à une dispersion du marché. Au début, on avait OpenAI, le fournisseur de ChatGPT, qui était très monopolistique et qui a été très vite concurrencé par Anthropic, Google et consorts. Menlo, en 2025, il nous dit qu'Anthropic, OpenAI, c'est 88% des dépenses, je dis bien des dépenses, hein, on va voir ensuite ce que c'est une différence, des dépenses d'API de modèle. Donc en gros, quand on est une entreprise ou une organisation et qu'on veut faire appel à des API de LLM, on devrait choisir entre ces différents fournisseurs. Ce que nous dit Menlo aussi, c'est que les modèles open source, en 2025, seraient minoritaires. Les modèles open source ne représenteraient que 11% du marché, et seraient même en décroissance quand je vois ce chiffre-là. Je mets un énorme bémol sur ces chiffres-là. Menlo Venture, c'est un investisseur historique d'Anthropic, et il vient mesurer les dépenses sur les modèles propriétaires. Donc il a une vision qui est forcément partielle. Si je regarde d'un autre prisme, donc du prisme par exemple d'OpenRouter, le paysage est radicalement différent. L'autre bémol que je mets ici, c'est qu'OpenRouter, c'est pas une mesure du marché mondial, c'est une mesure des usages observés sur OpenRouter. Aujourd'hui, ce que nous dit OpenRouter, c'est qu'on a 30% du marché qui est composé d'une longue traîne de plein d'autres modèles. La fameuse ligne là, Other, à 31 Tera de millions de kilooctets. Donc, la longue traîne est le premier acteur du marché en termes de consommation de tokens. Et en termes d'éditeurs, le marché aujourd'hui est très largement fragmenté. On n'est plus du tout dans une logique de marché oligopolistique, avec des noms qui composaient le top 10 en août, qui n'existaient pas un an plus tôt. Et là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les éditeurs chinois représentent à peu près 40% des requêtes. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la demi-vie du choix d'un modèle se compte en mois. Il y a même des modèles que vous utilisez, vous ne savez même pas qui les édite. Tout ça pour vous dire que dans un marché aussi éclaté, l'erreur, c'est pas de choisir le mauvais modèle, c'est d'en choisir un seul, et de façon irréversible. À tel point qu'on vient parler de dette de LLM comme on parle de dette technique. Donc votre enjeu aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour choisir dans un contexte hyper fragmenté, et surtout dans un contexte où, quand je construis une application IA, la valeur de mon application IA ne se résume absolument pas à son modèle LLM. C'est important, mais c'est qu'une petite partie du système. Donc, à droite, sur ce schéma-là, vous avez le modèle qui apporte la capacité de compréhension, de raisonnement, de décision. Et ensuite, vous allez avoir besoin de tout le reste. Vous allez avoir besoin d'un bloc d'orchestration, le bloc du centre. Comment l'agent choisit-il la prochaine étape? Comment est-ce qu'il sait si une action que vous lui avez demandé de faire a réussi? Quand est-ce qu'il doit réessayer, s'arrêter, passer, escalader vers un humain? Donc ça veut dire qu'il faut tout un socle de permissions, de garde-fous, il faut avoir des outils d'observabilité, il faut pouvoir évaluer. Et c'est pour ça que deux agents IA qui utilisent exactement le même modèle LLM peuvent avoir des performances qui sont radicalement différentes. Il y en a un qui peut être fiable et utile parce qu'il a des données en propre, parce qu'il a des outils bien conçus, et l'autre, il peut être totalement inutilisable, malgré un excellent modèle. Donc, le choix du modèle, il compte, mais ça ne suffit pas. Et surtout, c'est peut-être pas là où se situe la valeur la plus durable. On va le voir un petit peu plus loin. Un agent IA peut mobiliser globalement plusieurs familles de modèles. J'ai fait schématiquement 3 grandes familles. On pourrait challenger un peu cette organisation, mais je peux avoir un modèle qui va faire office de recherche, c'est un modèle d'embedding. En gros, il va venir vectoriser la question et les bases de connaissances métiers que vous avez. C'est des modèles très spécifiques et qui peuvent être exécutables en interne. Vous allez avoir des modèles qu'on va appeler des modèles de classification, d'extraction. Là, on aura besoin de plus petits modèles. Alors, si ça vous parle ou pas, on parle en milliards de paramètres, c'est-à-dire le nombre de composants d'un modèle. En gros, les petits modèles, c'est 10, 14 milliards de paramètres. Ça va vous permettre de trier, de comprendre l'intention
d'une question lorsque vous êtes sur un chatbot, d'extraire des montants dans des contenus textes, des dates, des références. Ces petits modèles, ils vont surtout être utiles en termes de précision. Et puis, vous allez avoir les troisièmes typologies de modèles, c'est ceux qui sont peut-être les plus connus. C'est là où on va peut-être plus parler d'intelligence en tant que telle. Ce sont des grands modèles. Ils vont formuler une réponse, aider à la décision, et donc ils vont mesurer une fidélité, un format, un temps. Et aujourd'hui, si je prends un exemple qu'on va filer tout au long de cette présentation, un agent IA va potentiellement faire appel à 12 étapes différentes, 12 fonctions différentes. 12 fonctions, je vous ai pris l'exemple là d'un site e-commerce qui veut automatiser le traitement de réclamations. C'est un client sur lequel on a à peu près un volume de 40 000 réclamations par an, et on veut venir faciliter, éviter un travail manuel qui est extrêmement chronophage. Dans ce projet-là, un agent réclamation, c'est 12 fonctions différentes. Je vous les ai mises là, hein, c'est de comprendre la demande, extraire les informations, c'est-à-dire typiquement dans la réclamation qui m'est faite, c'est qui le client, c'est quoi les informations, c'est quoi le produit. C'est venir qualifier la réclamation, est-ce qu'elle concerne un retard, est-ce qu'elle concerne une anomalie, c'est détecter les cas sensibles, éventuellement pour pouvoir escalader, ça c'est un point qui est extrêmement important. Ça va être aussi aller chercher dans les outils du SI le contexte du client. Est-ce qu'il a déjà fait une réclamation? Est-ce que c'est une réponse à une demande précédente? Vous allez aussi avoir besoin d'avoir un outil qui va aller chercher les règles applicables, c'est-à-dire par rapport à la demande du client, dans ma base de connaissances, c'est quoi les règles traditionnelles? Si, par exemple, un produit a été livré avec 15 jours alors que la règle c'est 10 jours, alors dans ce cas-là, j'ai une règle qui s'applique. À l'étape 7, je vais venir analyser, raisonner. C'est là où on va sans doute utiliser le plus le modèle d'intelligence. Quelle est la décision que je préconise, que j'applique? Quelle est l'action que je décide? Et comment je rédige la réponse? L'étape 9. Je vais aussi rajouter une boucle de contrôle de la réponse. Puis ensuite, je vais exécuter et je vais tracer. Donc, vous voyez que là, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut mettre 12 modèles différents ou 6 modèles différents, mais ça veut dire que chaque modèle vient répondre à un besoin précis dans une tâche globale qui est confiée à un agent IA. Et là, un seul modèle pour traiter ces 12 fonctions, très clairement, ce n'est pas le bon choix. Et une fois qu'on s'est posé cette question-là, je ne vous ai pas apporté la réponse de comment décider, mais néanmoins, quand j'ai autant de modèles différents, comment est-ce que néanmoins je peux faire le bon choix? Comment est-ce qu'à chaque étape, je peux faire le bon choix des modèles? Ici, ce que je vous mets, c'est une matrice de décision avec 7 grands critères de choix. Parce qu'il ne faut pas regarder le seul critère. On a souvent des critères instinctivement, on va avoir des critères de c'est qui le plus performant, c'est qui le plus cher, c'est qui le moins cher. Dans le plus cher, moins cher, je peux avoir des ratios de 1 à 15 sur le prix du million de tokens. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'encore une fois, le choix est encore une histoire de compromis pour un cas d'usage. Alors, votre premier sujet, c'est évidemment la qualité. Est-ce que le modèle raisonne correctement, comprend bien la langue, sait traiter les formats dont j'ai besoin? J'ai besoin de modèles parfois pour faire des images, parfois juste pour traiter du contenu texte. Et est-ce qu'il sait appeler correctement des outils, si justement je veux lui faire effectuer des actions? Ça, c'est le premier critère. Le deuxième sujet, c'est la question du coût. Et là, c'est un sujet qui est important pour vous parce qu'il y a une convention d'usage qui a été construite par les grands fournisseurs de modèles propriétaires, d'API propriétaires, c'est le coût au million de tokens. Le token, vous savez, c'est le petit fragment de génération de texte, ou le petit fragment de génération en tant que tel, qui coûte par million de tokens. Aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout dépasser ce modèle du prix au million, mais raisonner plus en termes de capacité à effectuer une tâche. Parce que si un modèle qui est 2 fois moins cher, un modèle qui coûte 5 $ au million de tokens versus un modèle qui coûte 2,5 $ au million de tokens, si le modèle qui est 2 fois moins cher nécessite 2 fois plus de tentatives pour réussir et potentiellement génère 20% d'erreurs, alors là, in fine, l'équation est beaucoup plus chère sur le modèle moins cher. Donc ce qui nous intéresse dans ce coût, c'est vraiment le coût d'une tâche correctement réalisée. On y reviendra. Le troisième critère, c'est ce qu'on appelle la latence, la vitesse. Un modèle peut être excellent, mais s'il met 15 secondes à répondre
Alors que justement, je suis par exemple dans une logique d'usage vocal, de callbot, ou dans un usage transactionnel, ça devient inutile, inutilisable. Donc il faut bien regarder l'enjeu de vitesse, de débit et de disponibilité. On a depuis quelque temps des vrais problèmes sur certains modèles de Mistral qui ont des vrais moments d'indisponibilité qui font planter les tâches sur lesquelles ils sont appelés. Le quatrième point, c'est un enjeu de sécurité. Dans notre contexte actuel géopolitique, quelles sont les données que j'envoie, où est-ce qu'elles transitent, comment est-ce qu'elles sont conservées, quelles sont les garanties contractuelles que j'ai. Et là, il y a un sujet parce qu'on sait très bien que quand bien même vous avez des garanties contractuelles des fournisseurs US, quand vous appelez les API, il y a des sujets de réusage des réponses, etc. En gros, est-ce que mon usage est compatible avec mes contraintes de conformité? Le cinquième critère, c'est le sujet de la souveraineté, que j'ai abordé un tout petit peu avant. J'ai fait un mix des deux. Donc ce que je vous disais là, c'est effectivement, il faut regarder mon niveau de dépendance et ma capacité à reprendre la main. Le sixième sujet, c'est le sujet de l'intégration du modèle. C'est un point qu'on ne regarde pas forcément, mais on peut avoir des très bons modèles qui s'intègrent mal au système d'information, en termes de qualité d'API, documentation du SDK, c'est-à-dire de l'outil qui permet de l'utiliser, quels sont les connecteurs disponibles, quel est l'écosystème, en gros, quelle est la facilité d'orchestration. Et enfin, le dernier sujet, qu'il ne faut pas oublier, c'est la pérennité. Parce que quand on sait qu'un modèle, au bout de 6 mois, 3 mois, devient obsolète, quand on sait que les éditeurs changent de version, mais ne maintiennent pas les versions précédentes, ou quand on sait que des éditeurs peuvent du jour au lendemain, drastiquement augmenter leurs conditions tarifaires, il faut se demander, est-ce que mon archi me permet de remplacer le modèle? Et donc, au fond, ce que je dis là, c'est que le bon LLM, c'est pas celui qui est le numéro 1 dans un benchmark d'intelligence. C'est celui qui offre le meilleur équilibre entre ces 7 dimensions pour mon usage, avec ma pondération, tout en restant remplaçable demain. Et donc justement, quand on dit pour mon usage, la question qui vient évidemment, c'est comment est-ce que je fais pour benchmarker? Il y a une étude récente qui est sortie et qui a, pour faire une analyse du meilleur LLM dans un contexte financier, et qui a agrégé 452 benchmarks publics pour construire correctement un cadre d'évaluation. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit sortir des nouveaux modèles, un peu différenciants, il y a des terminologies qui ressortent. Alors, peut-être que vous ne les voyez pas, mais qui disent ce modèle score 90% sur MMLU, Human Eval, etc. Des terminologies, en fait, qui viennent mesurer la capacité à faire du multitâche, qui viennent mesurer le raisonnement de bon sens, qui viennent mesurer la génération de code. Ça, c'est hyper intéressant. Mais ces recherches, en fait, ce qu'on constate, c'est que ces benches, ils sont très souvent redondants. Mais ils ne répondent pas à la question qui nous intéresse vraiment quand je suis dans un cas métier, c'est quel est le modèle qui réussira correctement, rapidement et au bon coup les tâches que je veux lui confier dans mon contexte. Et c'est pour ça que quand vous lancez un projet et que vous avez un questionnement sur le choix du modèle, vous devez faire votre propre bench sur vos données dans votre contexte. Et c'est pour ça qu'on va décomposer un peu en 6 grandes étapes. Le premier sujet, on l'a vu dans l'exemple d'analyse de réclamation e-commerce, c'est que je dois décomposer toutes les étapes d'appel au LLM. Et pour chacune de ces étapes, c'est quoi les critères de performance et de criticité? En gros, sur chacune des sous-tâches de mon agent, quel est le niveau d'intelligence dont j'ai besoin et quelle est sa criticité dans l'efficacité? On le verra un peu plus tard, j'ai pas besoin du même niveau d'intelligence et toutes les tâches ne sont pas aussi critiques dans la performance de mon agent. Le deuxième sujet, c'est que je viens shortlister. Vous avez vu, hein, on a des centaines de modèles de LLM, donc je ne peux pas tout benchmarker. Et c'est là où les benchmarks publics sont intéressants. Donc je vais shortlister les LLM candidats d'après les benchmarks publics et d'après la typologie de tâches que je veux effectuer. Ensuite, et c'est là où je vais avoir le plus de valeur, j'insiste là-dessus parce que c'est l'étape clé, c'est l'étape la plus rébarbative qui existe, mais c'est la troisième étape, c'est je viens constituer mon jeu de test. De 50, c'est pas beaucoup, à 300, idéalement plus,
cas d'usage, cas limites, là où je vais tester un peu les sorties de route du LLM. Et tous ces cas d'usage-là, ils doivent être annotés par le métier. En gros, qu'est-ce qui fait que cette réponse est bonne ou pas bonne? Qu'est-ce qui fait qu'elle est pertinente? Et cette étape-là, elle est clé parce qu'elle va vous servir au démarrage dans le projet, mais tout au long de la vie du LLM. J'y reviendrai, mais c'est le point clé névralgique sur lequel vous allez faire la valeur de votre projet. L'étape suivante, c'est lancer les tests. Là, lancer les tests, c'est aussi une étape plus ou moins chronophage. On va mixer à la fois ce qu'on appelle une évaluation automatique à d'autres LLM. Vous savez, c'est un peu le cercle qui se boucle, c'est que je fais évaluer par un LLM la pertinence des réponses que m'a fourni déjà le LLM. C'est ce qu'on appelle LLM as a judge. Et en parallèle ou avant ça, je fais faire un travail de calibrage, justement, par des experts métiers. C'est important, c'est-à-dire que je ne confie pas immédiatement tout mon bench à un LLM juge, je prends une trentaine, une quarantaine de cas représentatifs et je fais noter manuellement les sorties en aveugle par des humains, à partir de ma propre grille métier. C'est-à-dire que si je traite d'un cas de réclamation, pour tester un cas de réclamation, ce qui va être important, on va y revenir ensuite, c'est d'évaluer la pertinence de l'arbitrage qui est fait. Tout en étant lié, sourcé avec des règles métiers que j'aurais définies. Mais si j'évalue par exemple, je sais pas moi, un rédacteur de documents juridiques, ben, je vais évaluer surtout la conformité du syllogisme juridique de réponse qui correspond à mon métier. Donc vous voyez, je vais avoir des grilles de notation, un radar de notation qui va être différent. Ça, je fais ça par un être humain, c'est extrêmement important parce qu'une fois que la notation entre un LLM as a judge et un humain est suffisamment similaire, alors je peux le mettre à large échelle. Et la quatrième étape, évidemment, je décide en termes de qualité, on l'a vu, mais effectivement, je viens corréler ça à des enjeux de coût, de volumétrie, de latence, de variance et tous mes enjeux de confidentialité, sécurité, les critères qu'on a vus avant. Et enfin, la dernière étape, mais qui doit être en fil rouge tout au long de la vie du LLM, c'est je vais travailler des tests en continu sur des petits échantillons, et puis je vais renouveler ce benchmark à chaque fois que j'aurai des grands choix de décision de changement ou pas de LLM. Donc ça, c'est une étape extrêmement importante, c'est surtout se dire, je ne fais pas le choix d'un LLM d'après les benchmarks publics, je fais le choix d'un LLM d'après les cas d'usage métier, avec une méthodologie, un protocole de test normalisé et reproductible. Si je prends l'exemple du cas e-commerce où j'avais 40 000 réclamations par an, ce qui est compliqué, c'est que vous avez vu, j'ai une douzaine de tâches, alors on va dire 6, qui potentiellement peuvent faire appel à des LLM différents. Donc, si je fais rapidement un calcul, si j'ai 3 à 4 LLM à benchmarker pour une douzaine de tâches, sachant que je dois le faire sur un set de 50 à 300 questions, j'ai plusieurs dizaines de milliers de cas de tests à faire. Donc c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans un entonnoir pour se dire, c'est quoi les tâches les plus critiques que je dois benchmarker? Et là, effectivement, je vous ai mis dans les 12 tâches, il y a 2 tâches qu'on identifie comme étant les plus critiques. C'est détecter les cas sensibles, puisque si la réponse du LLM se plante à un moment donné dans le traitement d'une réclamation, ça peut me coûter cher, soit en images, un internaute qui vient poster sur un réseau social en disant « Regardez la réponse qu'il m'a faite, c'est scandaleux, le service client est nul », ou ça peut poser également un problème juridique. Et l'autre étape qui est extrêmement importante, c'est l'analyse et le raisonnement. C'est-à-dire qu'à partir de toutes les entrées que j'ai, je sais qui est le client, je sais quel est le produit concerné, je sais quelles sont les règles d'usage, etc. Quel est le choix que fait le LLM dans le traitement de la réclamation? Là aussi, c'est critique. Donc ça veut dire que je vais me concentrer mon bench sur ces 2 cas critiques et je vais laisser de côté tous les autres, considérant que soit les LLM se valent, soit les cas sont pas critiques, ou en tout cas n'ont pas forcément d'incidence forte. Et je vous ai mis un peu sur une couleur différente ici, les autres cas de bench qu'on aurait pu faire. Là, encore une fois, ça dépend un peu des contextes. Ce qui est hyper important de vous dire là, c'est que ça, évidemment, c'est spécifique à chaque projet. À chaque projet, vous devez décomposer toutes les étapes, identifier les processus critiques et choisir lesquels vous allez benchmarker sur des LLM. Et si je prends en détail la tâche 7, donc je vous montre, la tâche 7, c'est analyser et raisonner. Si je décide de faire un bench sur ce sujet-là, je décompose un peu la démarche.
Donc, je constitue mon jeu de test. Ce qui est important, c'est constituer-le à partir de cas réels déjà traités. C'est-à-dire que pour chaque dossier, vous allez avoir un expert métier qui va indiquer quelle était la bonne décision, pourquoi, quelles règles devaient être utilisées, quelles informations manquaient éventuellement et quelles erreurs auraient été graves. Ça, je le répète, c'est le travail le plus ingrat d'un travail de mise en place, déploiement d'un agent, mais c'est ce qui va faire 80% de la valeur, à court et surtout à long terme. Ensuite, le deuxième point qui est important, quand vous testez une étape au sein d'une séquence d'étapes, c'est qu'il faut figer tout ce qui est autour du modèle. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui va faire la valeur de l'étape 7, c'est aussi évidemment tout ce que je sors des étapes précédentes. Donc ça veut dire qu'il faut que j'isole qu'est-ce qui arrive en entrée avant l'étape 7. Donc exactement le même prompt, plus ou moins, on pourra en discuter, mais exactement le même prompt, exactement les mêmes informations, en termes d'extraction de données de clients, exactement les mêmes documents, exactement les mêmes références à la base documentaire. Parce que ça, c'est important parce que sinon, je mélange deux choses. Si, par exemple, je teste un Claude et un GPT, si Claude reçoit de meilleurs documents que GPT, donc ça veut dire que je ne suis plus en train de comparer Claude et GPT, je suis aussi en train de comparer mon système de RAG, de retrieval, c'est-à-dire le fait d'aller rechercher, donc l'étape 6, le fait d'aller rechercher dans la base documentaire. La troisième étape, c'est donc je lance le test, une fois que j'ai toutes ces entrées qui sont figées, et je mesure leur performance à partir de critères métiers. Et là, la mesure de la performance, je vous en parlais un peu, c'est en gros, est-ce que la recommandation est correcte? Est-ce que le modèle s'appuie sur des bonnes règles? Est-ce qu'il invente des informations? Donc je vais mesurer le taux d'hallucination. Est-ce qu'il sait reconnaître qu'il lui manque une donnée pour pouvoir la questionner? Et est-ce qu'il sait escalader dans des cas sensibles? Là, dans les tests de plusieurs modèles, ce qui est hyper important, c'est pas de regarder la moyenne. C'est pas de se dire, bah, je score en fonction de la meilleure moyenne obtenue par les modèles sur tous les critères. Un modèle qui obtient 92% de score moyenne, mais qui, de temps en temps, hallucine, par exemple, invente un droit au remboursement, il va être beaucoup moins intéressant qu'un modèle qui, lui, a un score moyen à 88%, mais qui jamais ne fait aucune erreur critique. Et donc ensuite, là, je vais pouvoir évaluer et décider sur ce sujet. Ce qui est intéressant dans ce protocole, c'est que vous le montez une fois, et ensuite, il devient complètement réutilisable dans tous vos tests permanents que vous allez faire au quotidien, et à chaque fois que vous vous poserez la question de changer ou pas de modèle. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la vraie dépendance ne vient pas du modèle. Changer de LLM, lorsque vous avez un set de questions-réponses, un protocole de test qui est standardisé, c'est pas, j'allais dire, pas quelques jours, ça peut être un peu plus long que lorsque ça dépend de votre architecture, mais ce qui va vous enfermer, c'est tout le reste. C'est vos connecteurs, votre chaîne, votre RAG, votre base documentaire, vos règles métiers, votre outillage, etc. C'est là que vous allez être verrouillé. Donc, la question, c'est pas quel modèle je choisis, mais est-ce que mon architecture me permet d'en changer? Et c'est pour ça que quand on me pose la question souvent, mais est-ce que je peux héberger moi-même mes modèles? Oui, vous pouvez, mais pour moi, c'est un faux débat. Si je veux héberger dans un souci de RGPD, de souveraineté, etc., oui, vous pouvez. Mais le truc, c'est que c'est pas un choix unique. Sur nos 12 étapes, il y en a certaines qui n'ont aucun enjeu de confidentialité et ils vont gagner énormément de performance à aller taper une API performante, et d'autres, effectivement, vont manipuler des données personnelles qui doivent rester chez vous. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le choix du LLM sur des questions de souveraineté, le bon niveau de décision, c'est pas au niveau du projet dans sa globalité, c'est au niveau de l'étape dans votre agent. Et puis surtout, pour moi, ce débat, c'est un débat qui cache un peu la forêt, c'est que la souveraineté des données, le coût au volume, le niveau de latence acceptable, c'est pas forcément, c'est-à-dire qu'un modèle auto-hébergé est moins sûr, moins fiable en pratique qu'une API qui est européenne et qui est bien contractualisée. Donc ça veut dire que ces choix-là, il faut le poser comme un continuum de choix. Je fais un tout petit aparté sur le sujet des modèles qu'on dit open source. On utilise beaucoup dans la terminologie, il vaut mieux utiliser
disons plutôt, le terme open source est un mauvais terme, il faut plutôt utiliser le terme open weight, c'est-à-dire que, en gros, le modèle est exploitable, plus ou moins librement selon des questions de licence. Vous pouvez surtout paramétrer les poids, ce qu'on appelle les paramètres, c'est ce qu'on appelle un modèle à poids ouvert. Donc c'est pas vraiment des modèles open source. Aujourd'hui, il existe extrêmement peu de modèles pure open source sur lesquels on a un accès total aux données d'entraînement, à la manière dont le modèle a été constitué. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous faites le choix d'un LLM, il faut aussi s'intéresser au choix d'exploitation. Et il faut plutôt le voir comme un continuum. Il n'y a pas de dichotomie forte entre open weight, propriétaire, auto-hébergé, API. Il faut se dire qu'aujourd'hui, vous avez sur ce schéma-là, de gauche à droite, à gauche, les API propriétaires type OpenAI, Anthropic, etc. Vous êtes dans la logique de la simplicité. Et plus vous allez vers la droite, vous allez être vers beaucoup plus de complexité opérationnelle. Donc, le schéma que je vous fais là, c'est de gauche à droite, vous gagnez du contrôle, mais vous payez ce contrôle en exigence opérationnelle. Il ne faut pas forcément, à cet endroit-là, se poser la question entre propriétaire ou open weight. À gauche, l'API mutualisée, c'est ce qu'on voit, OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral en direct. C'est le choix de la simplicité. Vous avez 0 infrastructure et c'est là où vous devez démarrer tous vos POC, vos projets sur lesquels vous êtes en expérimentation. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle des endpoints privés, des API, mais isolés. Ça, c'est un point intéressant qu'on ne voit pas suffisamment. C'est que, en fait, vous avez des SLA qui sont contractuels, vous êtes potentiellement en région européenne, et vous avez aussi possiblement une capacité dédiée. Ça, c'est un point important parce que quand vous commencez à monter en volume, si vous faites appel aux API mutualisées des grands fournisseurs, vous allez vous rendre compte très souvent que la latence et la performance évoluent sans que vous ayez la main là-dessus. La troisième logique, qui est en train de beaucoup se développer aussi, c'est les modèles open weight, donc open source si je veux faire un raccourci, managés. Là, vous avez des opérateurs français comme Scaleway, OVH Cloud, etc., qui vous permettent d'exploiter des modèles avec des versions figées, mais vous n'allez pas du tout vous occuper de toute la partie infra. Et puis, la quatrième version, c'est le modèle auto-hébergé, où là, je vais y revenir un peu, vous allez tout gérer par vous-même. Et là, vous avez une vraie exigence opérationnelle. Pourquoi vous avez une vraie exigence opérationnelle? Parce que dans ce cas-là, vous allez devoir gérer des logiques de CAPEX et d'OPEX. Héberger ces modèles, ce n'est pas juste une alternative technique. C'est du CAPEX avec des infras de GPU, et surtout le fait qu'il faut, dans ces cas-là, dimensionner pour la pointe, c'est-à-dire par exemple, tous les matins à 9h, vos utilisateurs posent une question, demandent quelque chose à l'agent, et non pour la moyenne. Pourquoi? Parce que si vous avez dimensionné ça en moyenne, vous allez savoir que vous allez avoir le max de vos utilisateurs, la latence, c'est-à-dire la vitesse de réponse, va être inacceptable pour vos utilisateurs. Et puis surtout, c'est de l'OPEX. C'est-à-dire que vous allez devoir gérer les montées de version, la sécurité, l'observabilité. C'est tout ce qu'on appelle un peu MLOps, le Machine Learning Operation, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques pour mettre en production, exploiter, maintenir les modèles de LLM. Et ça coûte de l'argent aussi. Donc, dans le choix de l'auto-hébergement, il y a souvent un graphique qu'on fait qui est assez intéressant, c'est un peu le moment où l'effet de seuil bascule. Ça dépend évidemment du modèle, de l'API, etc. Mais là, je vous ai donné un exemple qu'on a fait sur un modèle d'hébergement, une comparaison avec des modèles anthropiques versus un modèle auto-hébergé. Ce qu'on voit là, par exemple, c'est que le seuil de bascule, il est à 1000 millions de tokens par jour. C'est un certain volume. Donc, il faut toujours, quand vous cherchez à aller sur de l'auto-hébergé, il ne faut pas que raisonner en souveraineté pure, en sensibilité, confidentialité des données, mais il faut aussi réfléchir en termes de volumétrie, parce que ça peut coûter très cher, très vite. Donc, si je reviens un peu à comment je choisis mon mode d'exploitation LLM, je vous ai fait ici un petit arbre de décision, où dans l'axe vertical, vous avez l'enjeu de volume et de criticité. Alors, la criticité, attention, c'est pas assez important pour moi, sinon tout est critique, c'est est-ce que la sortie
est-elle irréversible? C'est-à-dire, en gros, est-ce que je touche des données personnelles? Est-ce que ça engage ma responsabilité? Est-ce que j'ai des enjeux de sécurité et de confidentialité très forts sur les données? Et c'est aussi des enjeux de volumétrie, c'est-à-dire est-ce que je traite beaucoup de tokens? On l'a vu dans le slide précédent, ça se compte en milliers de millions de tokens par jour en termes de volume. Donc en gros, plus vous allez en volume et criticité, plus vous allez monter dans le haut du graphique. Et l'axe horizontal, c'est votre capacité LOps. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je suis en capacité d'assurer une faible latence, donc une rapidité de réponse très importante, un débit en sortie de millions de tokens très important, et est-ce que je suis capable, humainement parlant, d'avoir la maîtrise suffisante du dispositif que je mets? Est-ce que, en gros, chez vous, il y a quelqu'un qui sait dimensionner un GPU par rapport à un volume de consommation? Est-ce que j'ai quelqu'un qui sera capable de suivre les évolutions de version dans les 18 mois? Donc, plus vous êtes, moins vous êtes en capacité d'avoir des gens qui gèrent ça, plus vous allez être sur l'axe de gauche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, on démarre un projet toujours en bas à gauche, les API mutualisées, c'est-à-dire que je fais appel aux fournisseurs d'API mutualisés. Quand la criticité monte, on va à droite, et quand vous avez les capacités humaines, vous allez vers la droite, mais jamais les deux d'un coup. Donc ça, c'est un peu une matrice de décision. Et puis l'autre point qui est important aussi, c'est de se dire qu'est-ce qui me rend dépendant dans mon architecture. Je vous l'ai dit, c'est pas le choix nécessairement du LLM, il faut se rendre le plus possible agnostique du LLM, mais ce qui vous rend dépendant, c'est tout ce que je vais mettre en couche propriétaire autour, c'est-à-dire les outils d'exploitation. On a aujourd'hui des plateformes d'orchestration qui sont propriétaires et qui vont très certainement beaucoup plus vous verrouiller que le choix du LLM, parce que vous allez construire tout autour une architecture. Quel est le système de gestion de mémoire de votre base documentaire? Comment est-ce que je gère mon système de prompt? Est-ce qu'il est complètement isolé de l'ensemble de mon orchestration ou pas? En gros, toutes ces questions-là vont venir très certainement beaucoup plus vous verrouiller que le choix d'un LLM. Et ce qui est vrai, c'est qu'on peut avoir un modèle open source qui vient nous verrouiller complètement, parce que tout ce que je construis autour est extrêmement difficile à faire évoluer. En gros, si je veux construire une architecture qui est réversible, je dois avoir en tête 6 principes de conception. 1, je découple complètement le choix du modèle du métier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je mets en place qui est propre à mon activité ne doit jamais être dépendant du choix du modèle. Ça peut être un peu compliqué parce que ce dont on se rend compte, c'est que notamment les modèles sont souvent très sensibles à certaines typologies de prompts. On va avoir des modèles qui vont être très performants parce qu'on aura adapté le prompt au modèle et qui vont perdre très fortement en qualité quand je fais un copier-coller pour un autre modèle. Donc ça veut dire que le deuxième point, c'est qu'il faut qu'à tout prix que j'externalise les prompts, qu'il faut que je les versionne, que je les adapte au modèle et que je travaille les résultats d'évaluation. Ça veut dire aussi que je dois standardiser les entrées et les sorties entre les modèles. Mes interfaces techniques doivent être indépendantes du fournisseur du modèle. Je dois évidemment aussi évaluer en continu, d'où l'importance d'avoir un jeu de test métier qui existe, pour pouvoir rejouer en permanence ces jeux de test. Je dois également autoriser le routing. Ce qu'on constate quand on travaille sur des modèles via API, c'est qu'on a parfois des modèles qui tombent, souvent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas au démarrage. Donc, il faut à tout prix que je puisse très rapidement rerouter vers un autre modèle quand j'ai un modèle qui tombe. Et évidemment, mais ça c'est un principe de base pour tout système d'information, c'est qu'à chaque fois que je fais un choix, je dois prévoir la manière d'en sortir. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse demain si je dois remplacer telle ou telle brique? Et donc, évidemment, identifier les dépendances. Les conséquences de ce choix d'agnosticité, ça a un coût en termes de performance parfois, puisque les modèles aussi embarquent avec eux un certain nombre de spécificités propriétaires, que ça soit dans la gestion des citations, par exemple, que ce soit par exemple dans le fait d'avoir des réglages de sécurité un peu particuliers. Donc là, je vais perdre un peu en capacité fonctionnelle. Et donc, je peux effectivement avoir un coût à cette agnosticité-là. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que pour le choix des LLM, d'abord, vous devez faire des choix par famille de tâches.
Donc on l'a vu, un agent peut être composé de plein de tâches, sous-tâches différentes, et je n'ai pas besoin du même niveau d'intelligence. De deux, vous devez mesurer le prix d'une tâche réussie, donc l'analyse pure du coût du million de tokens et la comparaison, par exemple, entre un coût d'un GPT qui peut être même peut-être à 30 $ le million de tokens versus un Mistral qui peut être à 2 $ le million de tokens, n'a parfois pas de sens si le taux de succès d'une tâche est bien plus élevé avec un GPT. Le troisième point important qui va vous demander de l'huile de coude à vous, parce que c'est vous qui avez le métier, c'est constituer vos jeux de test, annoter par des experts et rejouer. Ça, c'est le seul arbitre que vous devez avoir pour mesurer la performance d'un LLM. Et le quatrième point, évidemment, c'est travailler à tout prix une architecture qui soit réversible, pour vous dire que on ne sait pas, en tout cas ceux qui disent qu'ils le savent sont des menteurs, on ne sait pas où on sera le marché des LLM dans 6 mois, dans 1 an. Donc à tout prix, il faut que vous ayez une architecture qui soit la plus réversible possible pour vous permettre une forme d'agilité dans l'évolution de votre projet. Voilà pour cette présentation, j'en ai fini. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, on peut vous accompagner sur des sujets de cadrage de projet, de construction d'agents, d'accompagnement à la performance. Et tout ça vient se rajouter à nos expertises traditionnelles sur tous les aspects, tous les projets assez classiques de conseil et strat digital, de design, de production web et de marketing et CRM. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Je vous annonce les webinaires à venir sur les mois prochains, alors qui n'ont pas forcément beaucoup à voir avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, mais on peut avoir des liaisons évidemment. Le 24 septembre prochain, Mathieu et Alice vont animer pour vous un webinaire qui s'appelle Interfacer HubSpot avec des connecteurs, donc Interfacer HubSpot avec le reste du SI, un sujet qui est extrêmement important pour ceux qui travaillent des sujets de CRM. Et vous verrez sur ce sujet-là qu'il y a un petit sujet aujourd'hui de connecter HubSpot à des LLM, parce que bien évidemment, HubSpot propose des solutions d'IA, mais qui peuvent être questionnables. Et puis le 15 octobre prochain, vous allez avoir un autre webinar sur un autre sujet qui est travailler des projets d'usine à site avec Drupal, avec différents choix techniques, donc un webinar plutôt technique. Voilà, un grand merci à tous, et je peux passer maintenant à la partie questions-réponses. Et je vous laisse me poser toutes vos questions, s'il y en a. Bonjour à tous. Oui, Marie, tu as déjà les questions, 5 questions dans le chat qui t'attendent. Oui, je ne les ai pas regardées. Excusez-moi. Et je t'invite à les lire, Ouais. pour le replay. Merci. Ok. Alors, j'ai une question sur comment déterminer objectivement quel LLM choisir entre GPT, Claude, Llama, Mistral pour un projet d'entreprise. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que c'était justement l'objet du webinaire, donc je me dis si vous l'avez posé, c'est peut-être que j'étais complètement à côté de la plaque. Parce que déterminer objectivement, c'est votre matrice de 7 critères, décomposer votre agent entre plusieurs tâches, choisir quelle est la tâche qui a le plus de valeur pour venir la benchmarker, et faire un benchmark sur vos données métiers. Voilà si je devais résumer un peu la question. Mais j'espère que... voilà. Mais n'hésitez pas à reposer la question si j'ai pas bien compris. Une autre question, comment arbitrer entre la qualité des réponses, le coût des tokens, la latence et la capacité du modèle? Alors, en fait, ce qu'on fait quand on fait un bench, c'est qu'on vient définir une grille de critères métiers et on va venir les pondérer. C'est-à-dire que la qualité des réponses, vous allez peut-être la pondérer à, pardon, excusez-moi pour ça, vous allez peut-être la pondérer à 60%. Le coût des tokens, vous allez le pondérer à 20%. La latence à 5%. Et alors la capacité du modèle, je ne comprends pas très ce que c'est. Mais en gros, vous allez avoir une grille pondérée avec des notations et en dessous, vous allez avoir un score. Donc c'est vraiment un truc assez classique qu'on fait dans tout benchmark, où on construit un radar de notation. Dans le jargon de consultant, on dit ça un scorecard, qui va vous permettre d'avoir une note moyenne pour chaque modèle en fonction de vos propres paramètres. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre.
Alors, changer une question importante, changer de LLM a posteriori, simple substitution au projet couteau. Alors, c'est une question qui est complexe à répondre parce que je vais vous faire une réponse normand, ça dépend du projet. 1. Combien d'appels de LLM vous avez, combien de LLM différents vous avez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'un des postulats que j'ai posé, c'est de dire, vous allez utiliser plusieurs LLM. C'est vrai, il le faut, mais ça a une incidence qui est que plus vous avez de LLM différents, plus effectivement la maintenabilité coûte. Donc, effectivement, il faut choisir plusieurs LLM, mais pas trop non plus. Donc, plus vous avez de LLM différents, plus le changement coûte, puisque vous allez devoir travailler chaque changement de manière différente. Ensuite, le deuxième point, et c'est là où je parle d'agnosticité de l'architecture, c'est que vous devez travailler votre architecture et la manière dont vous implémentez le LLM de la manière la plus agnostique possible. Je prends un exemple tout bête pour ceux qui ont un passif de développement éventuellement, mais quand vous codez dans une application un appel à un serveur, vous n'allez pas le mettre en dur, vous allez le mettre en relatif. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que vous allez faire ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser des fonctions ou des outils du modèle qui sont spécifiques à ce modèle et qui n'existent pas ailleurs. Donc c'est pour ça que je fais un peu une réponse de Normand, c'est-à-dire que si vous avez travaillé l'agnosticité de votre architecture à T0, alors oui, ça devrait être simple, mais ce n'est pas rapide. C'est-à-dire que vous aurez de toute façon quelque chose à faire. En revanche, si vous avez une adhérence très forte, alors vous avez potentiellement tout à refaire. Et c'est intéressant cette question parce que moi j'ai vu pas mal d'éditeurs qui, dès 2022, ont construit des archis sur des modèles de LLM, justement sans cette agnosticité-là. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'ils ont perdu en performance parce qu'ils n'arrivent pas à se décrocher. Alors, ils ont beaucoup travaillé sur de l'OpenAI et sur des vieilles versions de GPT, mais ils ont une telle adhérence au modèle GPT qu'ils ont fait il y a 2 ans qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Donc, voilà pour cette réponse. Alors, une autre question. Est-ce qu'il vaut mieux choisir le modèle le plus puissant ou un modèle plus petit spécialisé dans le besoin métier? Exactement, bah, vous avez la réponse. Il faut choisir le modèle le plus adapté à la complexité et à l'intelligence nécessaire pour la tâche. Donc, je reprends mon exemple de réclamation. Il y a un travail important qui est dans quasiment tous les agents, qui est un travail de classification ou de détection d'intention. Là, ici, très clairement, on va utiliser des modèles petits parce que c'est pas très compliqué et on a besoin d'aller vite. En revanche, par exemple, quand je suis dans un moment, à mon arbitrage, à mon étape 7, vous savez que j'ai pris ce qui est le raisonnement, là, je vais prendre un modèle puissant en termes d'intelligence et de capacité de raisonnement, parce que c'est là où je vais faire la différence. Donc voilà. Avez-vous mis en production des cas d'usage concrets à ce jour? Quels sont vos premiers retours d'expérience? Alors oui, au quotidien, on travaille sur ces sujets-là. Au quotidien, on a, je sais pas, en cours, on doit avoir une dizaine de projets sur ces sujets-là qui sont en cours de travail et un certain nombre en production déjà. Les retours d'expérience, il y en a plein. Le premier retour d'expérience le plus important que je fais, pour nous qui sommes habitués à faire des projets informatiques avec une date de début, une date de fin, une recette et éventuellement des évolutions, c'est que on n'est plus du tout dans cette logique-là. Dans le sens où on n'est pas sur un modèle déterministe où j'ai une règle et j'ai une réponse, et elle est universellement fonctionnelle. Je suis sur un modèle probabiliste qui fait que mon contexte d'entrée peut changer, la question peut changer, ma base documentaire peut changer, l'appel à l'API peut changer, les données de l'API peuvent changer, et la réponse, elle aussi, doit pouvoir changer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un enjeu, plus que tout, de supervision permanente, de test permanent et d'amélioration continue. Ça serait peut-être le principal retour d'expérience pour travailler en termes de méthodo au sens large. Mais après, sur chaque projet, il y a des retours d'expérience différents. Voilà ce que je peux dire de manière simple. Alors, une autre question. Dans un projet d'entreprise combinant Data Warehouse, Power BI et IA générative, quelle méthodologie recommandez-vous pour choisir le LLM? Faut-il partir des capacités techniques du modèle ou d'abord des exigences métiers, des données disponibles, de la sécurité et du ROI attendu? Alors, je reprends tout le fil rouge. Les capacités techniques du modèle, déjà d'une, elles sont données souvent par l'éditeur
qui est biaisé, même si vous pouvez travailler sur des benchmarks indépendants par ailleurs. Mais surtout, et c'est ce que, alors, et peut-être c'est un autre retour d'expérience que je peux donner, c'est que au début, on travaillait énormément sur les modèles qui étaient un peu ce qu'on appelle les modèles frontières, c'est-à-dire les modèles qui étaient les plus en vogue ou considérés comme étant les plus performants. En fait, on n'en a pas toujours besoin. Et parfois, les résultats qu'on obtient sont inversement qualitatifs à la note qu'ils ont dans les grands benchmarks. Parce que justement, mon contexte métier, mes données disponibles sont particulières. Donc c'est là où moi j'aurais tendance à dire, pour répondre à votre question, partez d'abord de vos exigences métiers, travaillez vos cas d'usage, vos datasets, ça c'est le truc qui prend le plus de temps et, pardon l'expression, qui fait le plus chier tout le monde. Et c'est souvent là où on prend beaucoup de retard dans les projets. Mettez bien évidemment en regard vos exigences en termes de sécurité et de ROI. Parce qu'encore une fois, ce qu'on dit, c'est qu'il y a plein de projets d'IA qui achoppent parce que le pourcentage de résultats est trop mauvais par rapport aux gains espérés. Et ensuite, vous allez voir les capacités techniques. Voilà ce que je pourrais dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'autres questions. Non, tu as répondu à toutes les questions, Marie. Merci. Un grand merci à tous et j'aurai plaisir, si vous le voulez, à discuter un peu plus en détail de tous ces sujets-là parce que c'est un survol de tous ces sujets et preneur aussi de vos suggestions et également de vos idées d'autres webinars si vous en avez pour qu'on creuse un peu certains sujets en particulier. À très bientôt. Merci à tous.